Bonjour Tariq Krim. Bonjour Bertrand. On est ici dans les locaux de Jolly Cloud à Paris. Vous êtes combien ici? On est une dizaine. Une dizaine. Jolly Cloud en version 2 qui sort maintenant, on va dire, ces jours-ci en fait. Vous êtes avec Jolly Cloud dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de choc de simplification depuis des années. Oui, en fait, avant Jolly Cloud, j'avais fait NetVibes et j'avais commencé à utiliser les portables très légers et je me suis rendu compte qu'en fait, le cloud, c'était là où ma vie allait être et c'était là où en fait l'essentiel des choses qui m'intéressent, à savoir mes données, mes fichiers, mes vidéos, mes musiques étaient stockés. Et il fallait une interface facile et simple à utiliser, donc on l'a créée. Donc il fallait un endroit où en fait tous les futurs services cloud puissent se regrouper, s'agréger, se simplifier. C'était un peu l'esprit de NetVibes sur les informations finalement. Il y avait un petit peu de ça. C'était les RSS à l'époque et là c'est le cloud. Alors, absolument. En fait, ce qu'on a du mal souvent à voir, c'est que le cloud est une industrie qui est née juste après le mobile. C'est-à-dire le fait que le mobile arrive sur le marché, les gens ont commencé à produire des photos, à produire des données, à les stocker. Et évidemment, il y a une économie incroyable qui s'est construite autour de ça. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, entre Apple, qui gérait toute une partie de la vie numérique de certaines personnes, et Google, l'autre partie, il n'y avait pas de plateforme indépendante qui pouvait, je dirais, gérer de manière agnostique ces différentes données, donc on l'a construite. Au-delà des grandes marques, je prends un exemple, tu vois, Flickr, typiquement, dans les années 2000, au milieu des années 2000, c'était le service que nous utilisions tous. Aujourd'hui, les gens sont passés à Instagram, mais ça ne veut pas dire pour autant que Flickr n'est pas un endroit important où j'ai une partie de ma vie. Et on voit en fait les services viennent, partent, mais ce qui est important en fait, c'est d'avoir cette vision globale sur l'ensemble de tes contenus. Alors, ce qui est absolument passionnant avec Jolly Cloud, c'est qu'à un moment précis, ce qui peut être branché, c'est-à-dire le regroupement des services cloud, rejoint ce qui peut ne pas l'être du tout, c'est-à-dire un OS qui va servir à monsieur tout le monde, qui aurait 60 ans, un vieil ordi et qui peut tout d'un coup trouver quelque chose de simple. Alors voilà, en fait, quand on a démarré, il y avait rien. Il y avait, je rappelle, quand on a démarré, Android avait 1 an et c'était un prototype inutilisable. Et l'iPhone venait de se lancer, et il n'y avait pas encore les apps. Donc on s'est dit, il faut construire, on aimerait bien construire quelque chose, mais on va essayer de construire au-dessus d'un existant. Mais comme il n'y avait rien, on a décidé de faire notre propre plateforme. Là, j'ai un de nos premiers prototypes d'ordinateur qu'on a fait. On s'est dit, on va faire comme Apple, on va faire tout, on va faire le hardware, on va faire le software et on va faire les services. Et c'est comme ça qu'on a démarré. En fait, l'OS est un peu un produit dérivé de cette vision. On s'est dit, on veut amener les gens dans le cloud, mais il n'y a rien. Donc s'il n'y a rien, soit on attend, soit on le fait nous-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui utilisent JollyOS, par exemple, et qui le mettent sur des vieilles bécanes? On a encore des utilisateurs, mais là, on est en train de leur dire, écoutez, maintenant, on a dit aux gens, mettez tout dans le cloud. Et en fait, maintenant, le browser, c'est votre ordinateur. C'est là que vous pouvez regarder la télé, consulter vos photos, éditer vos documents. Et donc, nous, on crée cette interface pour vous permettre d'accéder à tout ça. Tu peux prendre n'importe quel ordinateur, te connecter, et tu as accès à l'ensemble de ta vie instantanément en un clic. Qu'est-ce que vous avez gardé, Tariq Krim, de vos 22 ans et de la rencontre avec Jean-François Bizot? Ah, Jean-François, ça c'était une expérience incroyable parce que je suis allé le voir un jour, il avait commencé c'était les débuts du cyber et on parlait d'internet. Je lui ai dit mais son article là, il est complètement bidon. Il m'a dit, si tu penses que c'est bidon, t'as qu'à venir bosser. Et j'ai appris plusieurs choses. La première, c'est que la culture est tellement variée dans le monde, mais en même temps il y a des ponts. Je savais pas, moi, en fait, que les gens qui faisaient du punk et les gens qui faisaient du hip-hop, en fait, se rencontraient le soir dans les mêmes clubs à New York, que les hackers de San Francisco et les hippies, comme Stewart Brand qui faisait le Whole Earth Review et Steve Jobs, en fait, étaient liés par les mêmes personnes. J'ai découvert, en fait, qu'il y avait des connexions entre les gens et les idées incroyables dans le monde. Et ça m'a donné envie d'en faire partie. Ça m'a permis de comprendre le monde d'une manière vraiment différente. J'ai une énorme frustration aujourd'hui, elle est évidente, c'est que quand j'ai démarré, quand j'avais 8 ans et j'ai démarré à les ordinateurs, et puis plus tard l'Internet, l'ARPANET, toutes ces choses-là, grâce à mon père, j'ai eu très tôt accès à toutes ces choses, j'avais l'impression que la technologie allait changer le monde et je me suis battu pour que la technologie change le monde. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le monde est en train de partager une sorte de Yalta entre Google, Apple et quelques grands groupes qui vont se partager ce monde. Et c'est finalement pas vraiment, c'est pas on s'est pas battu pour ça. Et je pense qu'il faut que l'Europe se bouge un peu parce que aujourd'hui on est devenu un pays de consommateurs. On achète des logiciels, on achète des téléphones et on produit plus rien. Or, on a une puissance culturelle, une puissance économique, mais aussi une puissance en termes de créativité et de création. Et j'ai l'impression qu'elle est bridée. C'est une vraie frustration.